Ça va, la lumière est bonne? On profite qu'on ait encore de la lumière. Parce que bon, on sait pas. Bientôt, ça va couper comme ça. T'imagines, c'est les mêmes qui, il y a 1 an, on faisait la 5G à tout va. Parce qu'il fallait qu'on connecte tout. Et donc, on leur disait, ça va bouffer plus d'électricité. Qui maintenant nous disent, oh là 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 là, soyez sobre. Comment tu veux être sobre quand on invite les gens à avoir des appareils électriques, électroniques et machin, tous azimuts. Mais tu vois, les contradictions du système, là, je viens d'ouvrir ma boîte aux lettres. Je le déplie. C'est une lettre du gouvernement. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas rien quand même. Vous disposez actuellement d'un contrat de fourniture de gaz naturel au tarif réglementé de vente. Ouais, j'ai pas changé. Je suis resté au même truc. C'est pas seulement par conviction politique, tu vois, c'est juste par paresse des fois. Chez Gaz Tarif Réglementé. Ce contrat prendra fin automatiquement le 30 juin 2023. Vous devez donc choisir et signer un nouveau contrat en offre de marché avant le 1er juillet 2023. T'imagines, on est dans un moment où les prix du gaz, ils vont pchut, ça y grimpe tous azimuts, où eux, ils mettent le bouclier tarifaire et en même temps, c'est le truc à la Macron, tu vois, en même temps qu'ils mettent en place le bouclier tarifaire, ils décident qu'on ne doit plus être un tarif de gaz réglementé. Enfin, on marche sur la tête. Alors, ils me proposent toute une liste de fournisseurs, là, Alterna, Antargaz, DINEF, EDF, EKWater, Engie, Eni, Gaz de Bordeaux, GEDIA Energy Service, GEG Sources d'énergie, et ah putain, j'en ai encore derrière, Iberdrola, ILEC, Mega Energy, Mint Energy, Home Energy, Ovo Energy, SOWI, Total Energy, Vattenfall, mais Wikiwi, tu vois. Et, soi-disant, tu crois vraiment que je vais aller me taper tous les 3255 www.vattenfall.fr pour avoir des informations sur les tarifs et les machins de tout ce truc-là. Tu vois le délire? Quand même, quand on avait GDF, Gaz de France, ça marchait. À l'ancienne, ça marchait. Tu avais un tarif, tu savais ce que tu allais payer plus ou moins. Bon, enfin bref. Tout est comme ça, tu vois. Tout à l'heure, là, dans maintenant 3/4 d'heure, on doit se trouver en face de la gare dans un bistrot pour discuter de bougeons-nous le train. C'est notre tract. Pourquoi? Parce que on est à, cette année, l'année n'est pas terminée, hein, mais on doit être à 11 000 TER supprimés dans les Hauts-de-France. Là, il y avait une grève des contrôleurs, soi-disant, depuis vendredi. Je dis soi-disant parce que c'est tellement le bordel dans les trains qu'en fin de compte, quand il y a grève, tu vois même plus la différence. La hausse des trains supprimés dans les Hauts-de-France, c'est plus 134% en 3 ans. Ça a plus que doublé. Je peux te donner des stats, autant de stats hallucinantes comme ça. Mais alors, est-ce que c'est surprenant? Regarde, ça c'est la courbe des postes. Il y avait 4170 postes en 2016, il en reste 3688. On supprime le personnel et on est en train de te dire qu'il y a un manque de conducteurs. Bah oui, on a décidé de les supprimer par centaines. Dépenses des pays européens pour le rail en 2021. Le Luxembourg, ils étaient à 607 € par habitant, on va dire c'est des riches. Mais bon, en dessous, tu as la Suisse, 413 € par habitant. Bon, on va dire c'est encore des riches. Mais en dessous, tu as l'Autriche, 271 €, l'Allemagne, 124 € et en France, c'est 45 € par habitant. C'est 3 fois moins par tête de pipe qu'en Allemagne. On a supprimé 20 000 emplois en 8 ans en France à la SNCF. Pourquoi ça roule pas? On a fait d'abord, fin des années 90, on a cassé le rail unifié en séparant les voies ferrées, des gares et des trains. Mais tu vois quel cerveau de malade il faut en termes de bureaucratie libérale pour dire que le train et le rail, ça va plus appartenir à la même entreprise, même si c'est la même entreprise, et que ça appartiendra plus à la même entreprise que les gares, même si c'est la même entreprise. Et que à l'intérieur de ces 3 structures-là, qui sont la SNCF, maintenant tu vas avoir 3 SNCF différents, eh ben il va falloir chiffrer combien l'un donne à l'autre, et que dire qu'une personne qui travaille pour le fret va plus pouvoir travailler pour les voyageurs. Enfin, ils ont créé un délire total, un délire libéral. Ensuite, tu rajoutes à ça qu'ils ont séparé entre les régions, la SNCF et l'État. Tu as 3 acteurs là-dedans qui se refilent leurs petits. Et tu rajoutes maintenant la couche de la concurrence qui arrive. Bon, si jamais c'était la gauche qui avait mis le pays dans cet état-là, à l'hôpital, je lis une maternité à Ganges, du côté de Montpellier, qui ferme. Une centaine de femmes enceintes, il n'y a plus de médecins, elles demandent ce qu'elles vont faire, comment elles vont accoucher. Les médicaments, même Apolline de Malherbe de RMC, elle a fait un tweet pour dire j'avais besoin, je ne sais pas si c'est elle ou pas, mais enfin de Doliprane en sirop pour ma gamine, ça n'existe plus dans la France de 2022. D'ailleurs, c'est un peu, elle reprend un peu mon mot d'ordre. Bon, si c'était avec la gauche
que tu avais des risques de coupure d'électricité, que les trains n'arrivaient plus, que les maternités, elles fermaient avec les femmes qui savent pas où est-ce qu'elles vont accoucher, si, avec le gaz qui bondit dans tous les sens, les gens qui se demandent comment vont payer leurs factures, si c'était la gauche qui était au pouvoir, mais qu'est-ce que tu n'entendrais pas sur notre incapacité à gérer, sur le retour de l'Union soviétique, enfin tu vois, ça serait Cuba, ça serait le Venezuela, ça serait la catastrophe la plus totale. Nous serions en voie de devenir un pays du tiers-monde. Mais là, comme ce sont les libéraux de M. Macron qui sont sages, qui te répètent concurrence, croissance, compétitivité avec le sérieux de M. Bruno Le Maire à la radio, et qu'on appelle ça, pas ça les coupures d'électricité, qu'on appelle ça du délestage, tu vois, te fais mise bien, boum boum, ça passe encore, ça commence à trembler dans le manche quand même quand on te dit tout ça. Mais c'est pas comme si c'était un espèce de naufrage généralisé. Pourtant c'est un naufrage, c'est le naufrage de leur système. C'est le naufrage d'un marché qui ne marche plus. Et tu as des ayatollahs de la concurrence qui sont les mêmes, grosso modo, à Bercy et à Bruxelles, qui fonctionnent avec la concurrence dans tout ça, et on voit à quoi ça mène, au crash. Donc il faut sortir de la concurrence, et il faut mettre plus d'entraide, il faut sortir de la croissance, et il faut mettre du partage, il faut sortir de la mondialisation, il faut mettre de la protection. Tiens, regarde, tiens. Puisque j'en parle, t'imagines le délire, autre contradiction du système. Les poches de perfusion Carélide. J'aurais bien voulu t'en montrer une, mais c'est des petites poches plastiques qui doivent permettre, je pense, avec des cathéters, d'envoyer, tes parents ils sont infirmiers, alors pour moi tu vois, pour moi c'est du latin, ou même je pratique sans doute mieux le latin que le cathéter, mais qui doivent permettre d'envoyer les produits dans le corps des malades peinards, dont le paracétamol, donc dans le corps notamment, et là comme on n'a plus de paracétamol, on n'a plus les poches plastiques qui vont avec, c'est le dernier fabricant de ça en France. Alors ce qui est marrant c'est qu'en plus l'an dernier, le gouvernement je crois qu'il a mis 5 millions d'euros dans cette boutique là, pour dire voilà, on a besoin de ça, c'est la souveraineté, vous comprenez. Mais comme je répète à propos des masques, j'en ai pas un là pour montrer les masques, qui est le produit de l'époque, comme je répète à propos des masques, si tu mets en place une politique industrielle où en effet Macron il a donné des millions d'euros pour qu'il y ait des usines de masques, mais que derrière tu n'as pas de politique commerciale qui est liée, et en gros 99,9% des masques ils sont importés de Chine, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va dans les usines de masques et le gars t'explique qu'on remet la machine en route mais c'est bien pour te faire plaisir et elles ferment les unes après les autres. Et bien là c'est pareil, tu as cette boîte là de perfusion Carélide qui, bien qu'ayant été subventionnée à fond par le gouvernement, comme même les hôpitaux, ils te disent on ne peut pas acheter français, c'est interdit dans des produits manufacturés pour les hôpitaux de faire la préférence nationale. Voilà, c'est interdit de faire un espèce de protectionnisme pour au moins protéger ton dernier fabricant de poches à perfusion. Et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le gouvernement il a donné des millions d'euros pour ça, c'est de la politique industrielle, mais comme c'est pas mis en équation avec une politique commerciale, et ben c'est le redressement judiciaire pour cette boîte-là. On se trouve là dans un marché qui ne marche pas, un marché mondialisé qui est complètement déréglé. Pourtant, dans le cœur de la crise Covid, c'est le président Macron qui avait dit, en fait à ce moment-là, il a eu plein de trucs de bon sens qu'il a raconté. Il avait dit, déléguer notre protection à d'autres est une folie. Et la santé, l'alimentation, tout ça, c'était une folie. Et bien pourtant, rien n'a changé. Et c'est encore un espèce de supermarché de la mondialisation qui écrase tout. Mais un autre truc qu'il avait raconté, dans le cœur de la crise Covid, il avait dit, c'est ma phrase préférée, tu sais, ma phrase fétiche, ne pas l'oublier, gravez-la dans vos mémoires, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et sur ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal, tu vois. Ces femmes, c'est entre autres les auxiliaires de vie sociale de Domidom. Je me trouvais la semaine dernière avec elles. 44 jours de grève à Caen, filiale de Orpea. Et d'ailleurs, je me suis rendu à Puteaux, dans la banlieue parisienne, au siège de Orpea, où elles avaient installé leur Barnum. Et j'ai de la chance parce que, à peine j'arrive, qu'il y a le directeur de Domidom qui vient pour discuter avec elle. Et donc là, je fais ce que je préfère. J'adore faire délégué syndical. Tu vois, j'adore ça. C'est mon rôle préféré d'essayer d'arranger les tuyaux, de faire de la médiation et tout ça. Et donc, elles vont en réunion avec le directeur. Elles souhaitent que je sois présent. J'y vais. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont gratté quand même au bout de 44 jours de grève? Pas rien. Elles ont gratté 3% d'augmentation, en plus des 6% d'inflation. Il y avait déjà eu les 6%, et donc ça fait 3% en plus. Elles ont gagné le tarif kilométrique
qui est passé de 31 centimes du kilomètre à 45 centimes du kilomètre. Et elles voulaient 1500 € minimum. Là, je crois qu'elles sont à 1475 pour la moins payée en net. Ah si, elles ont gagné la prévoyance. Tu vois, le truc, c'est que la sinistralité, ce qu'on appelle ça, c'est les accidents du travail en fait. La sinistralité est tellement importante pour les auxiliaires de vie que les boîtes d'assurance, elles ne veulent pas assurer. Parce qu'il y a trop d'accidents du travail, il y a trop de vertèbres, tu vois, et donc elles disent non, on ne veut pas y aller. Donc là, il y a la difficulté à en trouver une qui ne soit pas trop chère non plus. Et moi, j'avais dit à la boîte, par ailleurs, il faut payer les 44 jours de grève. Tu sais, c'est toujours le truc. Bon, et c'est marrant parce que j'ai discuté avec le responsable CGT de la fédération, il me sort un petit papier comme ça du derrière de sa poche, il me dit « Ah bah tiens, elles sont intervenues dans la réunion des instances paritaires où il y allait avoir les syndicats et les patrons, et du coup, d'un seul coup, tous les syndicats de patrons et les syndicats qui étaient là, ils ont voté ça, le secteur privé prêt à augmenter les salaires de 20 à 30%. Bon, maintenant, il y a un petit... Comme pour les contrats d'assurance, la petite astérisque, c'est en gros, si jamais le gouvernement il met la main à la poche. Comme le gouvernement il n'a pas l'intention de mettre la main à la poche, même s'il a dit qu'il fallait que ça soit revalorisé, tout ça. Bon, j'ai oublié de dire ce qu'elles ont gagné là. C'est pas seulement pour celles de Caen, c'est pas seulement pour les 7 ou 8 qui étaient en grève, c'est pour les 899 auxiliaires de vie d'Omidom du pays. C'est pas rien. Tu vois, et ce qui serait bien, c'est qu'on gagne ça pour toutes les auxiliaires de vie du pays tout court. Macron, qui avait promis donc pour les travailleuses et les travailleurs de la deuxième ligne, 5 millions quand même de travailleuses et de travailleurs, qu'il y aurait une récompense, une reconnaissance. Bon, non seulement rien, mais en plus, l'inflation sur qui ça vient gratter? Sur leurs salaires qui sont rognés, et les retraites. Pour qui ça va être le pire? Pour qui ça va être le pire d'avoir 2 années supplémentaires à faire? Je te l'ai dit, quand les sociétés d'assurance, elles refusent de les assurer parce qu'en se disant « Oh là là, il y a trop d'opérations, le corps il va trop mal dans ces métiers-là, on va pas pouvoir, ça va nous revenir trop cher. » Ben, qui est-ce qui va avoir le plus de mal à atteindre aujourd'hui 62 ans? On le sait, c'est un Français sur 2 qui est plus au travail à 60 ans, mais c'est un Français sur 4 qui n'est ni au travail ni en retraite. C'est-à-dire dans un espèce de sas, de flou. Là, on te rallonge de 2 ans. Mais pour des auxiliaires de vie, pour des caristes, pour tous ces métiers de la deuxième ligne, c'est là que c'est le pire. J'avais lu une note, un petit truc dans le bouquin La sobriété gagnante, tu sais, de Benjamin Brice, que je recommande, qui disait ceci. La part des salariés qui subissent 3 contraintes physiques est passée de 12% en 1984 à 34% aujourd'hui. Quand j'ai lu ça, je vais te dire, j'y croyais pas. Parce que tu as une vision du travail, tu dis, bon, ça fait 30 ans qu'on met de l'informatique, qu'il y a du numérique. Maintenant, le boulot, pour plein de gens, ça doit être envoyer des mails, tu vois, ça doit être peinard, quoi. Et tu te dis, là, on te dit que les contraintes physiques, elles ont presque triplé entre 84 et aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me sorte, parce qu'il y a les références dans le bouquin de Benjamin Brice, ça c'est bon, t'as les notes de bas de page, t'as tout ça. J'ai demandé qu'on me sorte la note de la DARES, auquel l'auteur faisait référence. DARES analyse quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux, décembre 2017. Alors, bon, on peut dire que ça a évolué en 5 ans, mais ça n'a pas dû être bouleversé non plus. Subit au moins 3 contraintes physiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contrainte physique? C'est rester longtemps debout, rester longtemps dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations. C'est des tas de trucs que Macron a éliminé des critères de pénibilité en disant non, des vibrations, du marteau-piqueur, ça c'est pas pénible. Bon, mais ceux qui subissent ça, donc chez les cadres, on est passé de 2% à 6%, mais tu vois, ça reste quand même pas trop. Mais en revanche, là où ça bondit de dingue, chez les professions intermédiaires, déjà, ça passe de 6% à 26%. Chez les employés de commerce et services, de 13% à 46%, tu vois, ça prend donc 33 points. Chez les ouvriers qualifiés, ça passe de 23% à 60%. Ça prend 47 points. Et chez les ouvriers non qualifiés, ça passe de 21% à 63%, donc ça prend 42 points. T'imagines en fait ce que ça dit sur le travail. Non pas sur un travail allégé, mais sur un travail qui est de plus en plus lourd. Alors, tu as d'autres données. Respirer des fumées ou des poussières, ça stagne depuis 1984. Ça stagne, mais ça stagne quand même à 65% des ouvriers qualifiés, 67% des ouvriers non qualifiés qui respirent des fumées ou des poussières, c'est-à-dire les 2 tiers des ouvriers.
être en contact avec des produits dangereux, ça stagne. Hein. Autant, je t'ai dit, pour les charges, pour les déplacements, pour les vibrations, tout ça a triplé depuis les années 80, autant là, ça stagne. Mais ça stagne à quoi? À, grosso modo, 48% et 53%, un ouvrier sur deux qui est au contact de produits dangereux. Ça, c'est pour le physique. Malheureusement, tu as des trucs comme les horaires décalés, la nuit, ou le psychosocial, où là, ça remonte pas à 1984. Donc, tu as moins de recul pour voir. Mais par exemple, sur l'intensité du travail et pression temporelle, sur le rythme au travail. Les employés administratifs, c'est passé de 4% à 30%. Les employés de commerce et services, de 2% à 29%. Les ouvriers qualifiés, de 8% à 53%. Les ouvriers non qualifiés, de 10% à 49%. Donc voilà, très clairement, il y a une intensification, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais enfin bon, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, à la fois du côté des employés et du côté des ouvriers. Pour les classes populaires, de manière générale, le rythme au travail, il s'est accentué. Et par exemple, tu as une donnée, ne pas pouvoir quitter son travail des yeux. Dans les professions intermédiaires, tu es passé de 9% à 41%. Chez les employés, de 14% à 33%. Chez les employés du commerce, de 7% à 42%. Chez les ouvriers qualifiés, de 25% à 65%, ne pas pouvoir quitter son travail des yeux. Donc là, on voit, voilà, l'intensité, c'est ce que je dis, c'est un des objectifs de la gauche, ça doit être moins de temps de travail, mais ça doit être mieux de travail, un travail moins lourd aussi, moins intense quand on s'y trouve, qui réclame moins une attention permanente de l'esprit et qui sollicite moins tout le temps le corps. Dans ce contexte-là, imaginez faire la réforme des retraites sur ces corps-là, avec cette intensité de travail-là, et en nous présentant le travail, tu sais, comme étant juste quelque chose de magique, de léger, qui se respire dans une start-up nation qui aurait aboli toutes les contraintes, tu vois, et où on jouerait au baby-foot en mangeant des M&M's à la récré. Bon, c'est pas ça le boulot. Imaginez faire la réforme des retraites pour tous ces travailleurs de la deuxième ligne, mais même de la troisième ligne aussi, avec un travail qui s'est intensifié, qui s'est durci quand même quelque part, ben on comprend que les 2 années supplémentaires, on se dit « Oh là 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 là, j'en veux pas quoi !» Et je suis prêt à ce qu'on paye plus, parce que les gens, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ?» Ils disent, donc on sait que les 3/4 des Français sont opposés à cette réforme, mais ils disent quoi? Quelle est la solution? Ben on va payer plus, et puis les entreprises, elles vont payer plus. Bon, conséquence politique de ces millions de travailleurs pour qui le boulot s'est durci, qui se sentent pas reconnus, et à qui on vient dire « Allez, tu vas bosser 2 années de plus ». Moi, je la lis dans le bouquin de Luc Rouban, qui est donc un politiste, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vraie victoire du Rassemblement national ». Qu'est-ce que je lis à l'intérieur de ce livre? Le lien entre l'absence de reconnaissance professionnelle et le vote RN se manifeste statistiquement dans notre enquête. En moyenne, 51% des enquêtés disent que leur travail n'est pas ou n'a pas été reconnu ou récompensé. On en trouve la proportion la plus importante dans l'électorat de Marine Le Pen, 60%. Et c'est vrai à la fois pour ce qui est du privé, où quand on ne se sent pas reconnu, on vote le plus pour Marine Le Pen, dans la fonction publique d'État, dans l'hôpital, dans les collectivités, partout, là où on ne se sent pas reconnu dans son travail, le vote il va en direction de l'extrême droite, et avec cette remarque de Luc Rouban, face à une gauche qui intellectualise le mal-être, le RN en proposerait un rendu plus brut, plus direct, venant capter cette demande de justice sociale et de dignité qui traverse le pays. Tu vois, ça me paraît une remarque assez juste. Et l'auteur conclut « On en revient toujours à un vote Rassemblement national déclenché par des considérations relatives à l'injustice d'un système social qui ne sait pas reconnaître les siens, leur investissement humain et professionnel et gaspille l'argent public pour les autres. » Ma conviction, c'est que la réforme des retraites, même si Macron y croit qu'il va passer facilement là-dessus, ça va laisser des traces dans les têtes, ça va encore accroître ce sentiment, ce ressentiment de non-reconnaissance. Ça, c'est pas les cadeaux de Noël, hein, franchement. La vraie victoire du Rassemblement national, j'ai trouvé des choses intéressantes là-dedans, mais vous n'allez pas l'offrir, mettre au pied du sapin. La sobriété gagnante de Benjamin Brice, je recommande, mais est-ce que vous allez le mettre au pied du sapin? Je sais pas. La note de la DARES, quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux au pied du sapin, ça ne va pas trop le faire. J'ai oublié de dire à propos de la note de la DARES que j'ai rencontré Christine Herel,
tu vois, qui est l'économiste qui a pondu le rapport sur les travailleurs de la deuxième ligne dont je suis tombé amoureux, le rapport, alors que moi je suis estomaqué par les chiffres qui disent que le travail se durcit, s'intensifie, devient plus lourd, elle me dit « c'est une chose très connue, très documentée parmi les chercheurs qui s'intéressent aux conditions de travail. Les contraintes dans la logistique, par exemple, se sont renforcées. C'est du néo-taylorisme. » Je lui demande « mais on est encore plus dans les 30 glorieuses finalement ?» Elle me répond « oui, ceux qui disent que les robots libèrent les travailleurs, ce n'est pas vrai, ça empire. Amazon en est l'illustration. L'homme, il devient un appendice de la machine, pour reprendre les termes de Marx. » Bon, mais c'est pas ça que vous allez offrir au pied du sapin. Même si je vous conseille la lecture du rapport RL sur les travailleurs de la deuxième ligne, si vous amenez ça à votre fille ou votre père, je suis pas sûr que ça va le ravir. Donc on arrive à la séquence cadeau. Et hop, donc on fait un peu les Joséphine, ange gardien des libraires. Chez Philippe, la librairie du indépendant du labyrinthe, pour les cadeaux de Noël, franchement, vaut mieux passer par sa petite librairie de quartier que par Amazon. Qu'est-ce que j'ai à recommander cette année? Alors tu vois, c'est marrant, dans l'hémicycle, j'ai cité une résistante qui était passée par l'hôpital, Madeleine Riffaut, et qui disait, voilà, les soignants ont fait ce qu'ils peuvent, mais moi, j'ai pas eu un verre d'eau, j'ai eu le sentiment d'être maltraité, voilà ce qu'on a construit, nous, après-guerre, et voilà dans quel état vous nous le laissez. J'ai cité Madeleine Riffaut comme ça, et j'ai pas fait, c'est dingue, hein, des fois, les connexions se font pas. Alors que c'est une BD que j'ai lue avec ma fille, parce que tous les soirs, je lis des BD avec ma fille au lit. Et c'est sa biographie, Madeleine résistante, La rose dégoupillée. Et donc elle tient dans les mains là un recueil de Paul Éluard, Poésie et vérité. Et alors le truc marrant, c'est qu'elle a été dans la Somme. Elle part d'ici, de notre coin. Et bon sang, bizarrement, j'ai pas fait le lien entre cette grande dame et le texte que je lisais dans l'hémicycle, sa lettre ouverte aux soignants. Donc ça, c'est un très beau livre. Alors, il y a le classique de ma fille, hein, évidemment, on va pas le recommander tous les ans, mais enfin, pour une entrée en féminisme, parce que c'est la collection de ma gamine, c'est toutes les femmes culottées, là. Donc ça, c'est le tome 1. Je crois que son préféré, c'est le tome 2, parce que dedans, il y a une gangster, une bandit indienne qui vit tous les calvaires de la terre, qui se révolte comme pas permis, et c'est son personnage préféré dans Les femmes culottées. Toujours pour les enfants, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça. C'est dans les Spirou, Imbattable, tu connais ou pas? C'est très particulier, tu as l'impression presque que... Alors c'est un personnage tout bête, tu vois, qui est un genre de super-héros, sauf que c'est un super-héros qui a la capacité de regarder à travers les cases et de remonter à travers les cases, et ce qui donne, en fait, je pense que j'ai l'impression que Einstein, auquel j'ai jamais rien compris, mais tu les comprends à travers Imbattable, c'est-à-dire Einstein ou Proust ou Bergson, tous ces grands types qui ont eu des réflexions sur le temps distordu, alors que pour toi le temps il est continu et tout ça, et où il passe d'une case à l'autre, il revient en sens inverse, et ça donne une logique complètement folle, avec un petit bonhomme qui est genre Spider-Man de l'ordinaire, quoi. Et puis après, il y a cette grande biographie en BD de George Orwell. Donc à la fois l'Inde, l'Espagne et aussi ces bagarres ordinaires dans le socialisme pour avoir un socialisme de la décence commune. Très très beau livre. Voilà. Donc ça c'était la rubrique BD. Mais j'arrive pas à lire des mangas. En revanche, du coup, je me suis mis à lire de la BD japonaise. Tu lis ça toi ou pas? Jiro Taniguchi, franchement, ça c'est le journal de mon père, où il retrace, il revient en enfance et il retrace pourquoi il a eu cette relation compliquée au moment où son père décède. Je trouve que c'est un très très beau roman biographique, BD, comment on dit, un roman graphique. Voilà. Un très beau roman autobiographique. Tu as l'événement ou pas de Annie Ernaux? Je regarde. Oui, je dois l'avoir. Alors regarde, l'événement. Attends, il y en a plein d'Annie Ernaux. On a quand même notre prix Nobel. Quand même, c'est pas mal quand même. Ouais. Prix Nobel française de gauche, ça se prend, non? Bon, moi je trouve qu'il y a toujours une forme de suspense malgré tout. Alors c'est un espèce de suspense microscopique. Mais tu vois, la honte, ça commence sur cette première phrase. Tu vois. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin au début de l'après-midi. C'est pas mal comme première phrase quand même, non? La phrase qui est au 4e de couverture. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler.
qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé dans ma 12e année. Et c'est là que je sais que je ne fais pas de la littérature, moi. Tu vois, parce qu'au fond, je fais du truc documentaire, mais qui ne suscite plus de la honte ou une grande inquiétude. Que vont penser les gens quand ils vont ouvrir un livre? Je ne perçois pas les livres que j'écris comme étant une mise en danger de moi-même, une mise en danger du regard des autres sur moi. Mon préféré, c'est les années. Et là, il y a une espèce de mélancolie permanente. Tu retraverses, au fond, 40 ans d'histoire de France, peut-être plus d'ailleurs, à travers la petite histoire d'une femme et la capacité à inscrire le jeu, le petit jeu dans le grand nous, qui n'est pas toujours grand non plus, moi je trouve que c'est un très grand livre. Et donc j'ai amené, puisque tu disais la littérature des transfuges, là c'est doux, même si dans l'écriture, même s'il y a une certaine forme de violence dans ce qui est vécu, là tu as quelque chose qui est très très dur. C'est Édouard Louis, Changer méthode. C'est un livre de l'année dernière. Mais comme je pense que c'est un grand livre qui va rester, c'est pas parce qu'il date d'il y a un an qu'il serait périmé du tout. Tu voulais qu'on remette une couche sur l'exception consolante quand même? Bah, non, je l'ai cité, c'est bon, je l'ai cité. Donc mais ça, c'est parce que c'est le libraire qui nous accueille, qui en est l'éditeur. Bien qu'ils se rencontrent tous les deux, parce que c'est deux générations. C'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien... Quelques kilomètres de... Un jour, j'aimerais bien que Édouard Louis et Jean-Paul Delahaye se rencontrent. Jean-Paul Delahaye qui a écrit donc l'exception consolante. Je me souviens d'une scène à l'intérieur, j'ai lu il y a plus d'1 an, mais qui est le revers de Proust. Proust, c'est super, ouais, voilà. Proust qui donc est un grand bourgeois et qui déjeune dans les restaurants à fruits de mer des villages de côtiers et il raconte Proust qu'il voyait des gens qui venaient mettre leur nez à la fenêtre pour regarder ce qui se passait à l'intérieur des restaurants. Et lui, c'était le gamin qui avait le nez à la fenêtre, parce que lui, il n'avait pas le pognon pour rentrer à l'intérieur. Donc c'est l'autre version de ça. Il raconte comment il a réussi, en étant très très pauvre, à grimper grâce à l'école de la 3e, 4e, début de la 5e République. 5e République quand même. 5e République, attends, il n'est pas comme ça. Édouard Louis et Jean-Paul Delahaye sont à quelques kilomètres d'écart, avec quand même pas du tout, à mon avis, le même tempérament. Ça sera possiblement une rencontre explosive. Tous les deux viennent du même coin, à quelques kilomètres près. Tous les deux viennent de la même classe, très 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 populaire, mais avec des parcours qui ne sont pas inscrits dans la même violence et dans le même rapport à l'institution. Et donc ça peut être une rencontre assez percutante. Bon, tu voulais rajouter Moi, je voulais faire un petit peu d'autopromo parce que 2 livres qui sont... alors, c'est la première fois que j'édite d'abord un roman italien. Tu vas me dire, c'est loin de la Picardie, et moi je suis picardo-picard, quoi. Hein. Un petit peu français aussi, mais citoyen du monde. Mais là, très loin de la Picardie, ça se passe dans le Frioul. Ça commence au début, la Première Guerre mondiale. Il y a une histoire d'amour en Allemagne où il est fait prisonnier. Donc c'est un Frioulien, donc en Italie du Nord. Et après, il change de vie, mais il y a toute la montée du fascisme. Donc c'est un peu dans l'actualité quand même. Donc il y a des petits hoquets comme ça dans l'histoire. Et donc lui va, comme il devient commerçant, il est obligé de composer un petit peu. C'est une traduction ou bien tu es... Alors c'est une traduction. Alors il y a quand même un rapport avec quand même la Picardie, c'est que les 2 traducteurs sont amiénois. D'accord. Bon, mais autrement, à part ça, voilà, tout se passe. Et pourquoi? C'est parce que tu as aimé le lire en italien? Comment ça se fait que tu as décidé? Oui, c'est ça. Puis j'ai rencontré les traducteurs et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Mais ça se passe dans la Picardie ou pas? Non. Non, ça se passe dans le Frioul, en Allemagne, et ça finit en mai 68. C'est la petite gentiane, édition donc de la librairie du labyrinthe, par Giuseppe Marius. Genre, je dis mal, hein, Giuseppe. Hein. C'est pas grave. Giuseppe. Giuseppe, voilà, c'est ça. Je me dis, mais en le disant... La traduction, ça va être quelque chose. Là. C'est pas moi qui fais la traduction. Et puis, alors, c'est un poète, hein, Jacques Darras, un grand poète, Picard, et il a écrit ce livre il y a quelques années, où il descend, en fin de compte, sa rivière, qui est la Mée, une petite rivière... qui se jette en baie de Somme. Et la Mée a cette particularité d'être 2 fois par jour une rivière et 2 fois par jour un fleuve, suivant la marée, si elle est haute ou basse. Mais bon, surtout, c'est sa rivière natale. Et il la descend, et pour la première fois, il la peint. Donc il y a ses gouaches, ce qui donne une autre... Et c'est un poème descriptif. Et déjà,
il s'étonne de ne pas trouver la source, parce que donc il descend de la source à la baie, et il ne trouve pas la source. Et c'est un peu prémonitoire, puisque ce livre est sorti au mois de mai, et la mai a failli disparaître au mois d'août. C'est-à-dire que pour la première fois, des rivières picardes ont failli disparaître. Et être à sec. Voilà. Donc, alors les hommes politiques, je sais pas s'ils sont, je pense pas qu'ils soient prophètes en leur pays, mais les poètes, souvent. Donc donc ce livre, Je suis une rivière, par Jacques Darras. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter ta BD là sur Saint-Just qui traîne dans un coin. Et alors, parce que j'ai oublié le bouquin chez moi, Ah oui. mais j'ai lu. Je trouve que c'est sans doute le plus beau roman que j'ai lu ces derniers mois. C'est Les Abeilles Grises d'Andrei Kourkov. Je ne l'ai pas amené, je l'ai oublié. Mais donc c'est sur les débuts de la guerre en Crimée entre les Russes et les Ukrainiens. C'est pas un livre d'actualité, c'est un vrai roman qui rentre dans le cœur des âmes, des hommes, pardon. Et là, donc il y a le nouveau roman d'Andrei Kourkov, L'Oreille de Kiev. Je vais repartir avec ça. Les jeux, puisque je parle de la guerre en Ukraine. Non mais si, 13 jours. C'est sur quoi? C'est sur le conflit entre les Russes et les Américains à Cuba. Et comment on fait pour que ça pète ou que ça pète pas? L'originalité, donc ça se joue à deux, c'est compliqué, hein, c'est du vrai jeu de stratégie compliqué. L'originalité de ce jeu-là, c'est que si tu gagnes trop, tu perds. Parce que si tu gagnes trop, tu risques de déclencher la guerre nucléaire, tu risques d'avoir tous les autres pays qui se retournent contre toi. Donc finalement, il faut gagner, mais avec un certain dosage. Donc ça, c'est un jeu vraiment malin, mais c'est pour ceux qui ont l'habitude de jouer et de se taper des règlements un peu compliqués, des notes d'instruction pendant toute la veille du repas de Noël. Je laisse tomber celui-là que j'ai déjà présenté l'année dernière. Écoute, je vais juste terminer avec le jeu... Ah merde, j'ai oublié Love Letters. Ah, ça, c'est le petit jeu d'apéro qui se joue tout seul. C'est un jeu un petit jeu. Tu as des cartes, t'es baron, t'es chancelier, t'es prince, t'es princesse, comtesse, et ça se joue en 10 minutes. Pas beaucoup d'ouvrières, là, disons. Non, ça se passe dans la cour du Moyen-Âge, ou je sais pas trop, mais ça se joue en 5 minutes. Ça se joue très bien avec les gamins et les adultes et tout ça. C'est un espèce de loup-garou, mais très rapide. Je sais pas si c'est même un loup-garou, mais enfin, ça se joue très rapide. Après, ça, c'est pour ceux qui aiment les cartes. Le Tichu, c'est le principal jeu chinois et c'est vraiment extra. Je souhaite à tout le monde, évidemment, d'avoir au moins les moyens d'offrir un cadeau à ses gamins pour Noël. Et sinon, nous, on avait lancé l'opération Noël solidaire qui, je crois, il y a dû y avoir 5000 jouets, quelque chose, enfin, c'est dingue, à distribuer dans le coin. J'espère que ça se fait ailleurs aussi. Et je veux dire que je pense qu'à peu près tous les produits qui sont présentés là, c'est du 100% français, ou presque. Hein. Peut-être les jeux de société, il faudrait voir. En tout cas, les bouquins, c'est du 100% français, c'est du produit protectionniste, vous pouvez y aller. Et faites vivre les libraires de votre coin plutôt que Amazon et compagnie, quoi.